Petit rappel, cet atelier, c'est un atelier d'initiative qui a été prise par Jean Cornil et moi-même dans le cadre du Parti Socialiste, mais ouvert évidemment à des membres du PS, mais aussi à des sympathisants, pour tout simplement réfléchir à la question du vivre ensemble et de l'islam en Belgique. C'est un atelier de réflexion, c'est un atelier de discussion, de débat. On demande aux gens qui participent ici de venir aussi avec leur rapport, avec leur point de vue. Le but, évidemment, c'est d'amener une réflexion dans notre parti politique, parce que nous estimons qu'au Parti Socialiste, comme dans la société de manière générale, il y a des questionnements, il y a des positionnements, il y a en tout cas un vivre ensemble à préparer de la meilleure façon possible et imaginable. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Un tout grand merci pour cette deuxième invitation dans le cadre de ces ateliers réflexifs. Donc j'ai bien compris le principe du jeu la première fois quand je suis venu. Donc c'est une courte et brève intervention comme viennent de le faire mes prédécesseurs, et puis surtout une place au débat pour un échange, pour une réelle concertation locale, parce que je crois que c'est là que ça se joue. Moi j'avais plusieurs questions. Des questions que je me pose, donc des questions que je partage, et des questions qui ont déjà été posées, partagées. C'est finalement, est-ce que une norme en tant que telle influe ou peut influer sur les comportements des individus dans une société? Est-ce qu'une norme est contraignante d'un changement? Et puis surtout, la question qui se pose, est-ce qu'une adaptation de la norme, une adaptation nouvelle de la norme va améliorer, si vous voulez, une sorte de vivre ensemble qu'on attendrait ou qu'on espérerait? Donc moi, c'est les deux questions. Aujourd'hui, c'est de me dire, bon, les normes qui existent, le cadre juridique qu'on a et qui balise un petit peu notre société, est-ce qu'il permet finalement de faire émerger l'état d'esprit, ou en tout cas le vivre ensemble qu'on attend? Et puis surtout, est-ce qu'il faudrait, et si on adaptait ces normes-là, où on développerait de nouvelles choses, est-ce qu'on irait vers, encore une fois, un meilleur vivre ensemble? Moi, c'est des questions que je me pose un petit peu comme cela en chantier. Et puis surtout, est-ce que le cadre juridique qu'on a ne suffit-il pas aujourd'hui? Et le problème n'est-il pas au fond non pas dans la révision du cadre juridique que nous avons, mais simplement dans son adaptation et dans la cessation si vous voulez, d'interprétation parfois abusive du cadre normatif dans lequel nous vivons. Donc moi, c'est quelque chose qui me semble central ici, c'est de réfléchir vers quoi est-ce que nous allons ensemble, au-delà même du cadre normatif. De se dire finalement, on n'a pas tellement eu le choix de vivre ensemble. On s'est retrouvés à un moment donné, vu les conjonctures de l'histoire, et puis on s'est dit, aujourd'hui, est-ce que nous avons le choix d'avoir le choix? Moi, je pense que oui. Certains ont l'envie de vouloir construire, de vouloir cautionner une société. Alors on peut l'appeler de l'interculturalité, du métissage, comme on veut, de la diversité, en tous les cas. Et puis de se dire, finalement, si certains acteurs en ont envie, il faut bien se rendre compte que d'autres n'en ont pas tellement envie. Et donc, il va falloir à un moment donné jauger cela aussi, et tenter de comprendre, au-delà de juger, de stigmatiser. Je crois qu'il est impératif dans une société qui, à un moment donné de l'histoire, s'est rencontrée, puis c'est une rencontre relativement jeune, comme vous le soulignez, c'est de dire, finalement, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Alors, au-delà du fait de tenir compte, effectivement, du paramètre du temps, parce qu'il faut du temps pour que l'autre rentre dans l'esprit, l'autre soit intégré dans ma manière de penser la société de demain et déjà celle d'aujourd'hui, il y a des facteurs, à mon avis, objectifs qui ralentissent cette volonté de fonder une société où les uns et les autres sont intégrés dans la conscience des individus. Alors, quels sont les moyens qui permettraient et qui faciliteraient ce vivre ensemble? Moi, c'est autour de ça que j'avais envie de discuter un petit peu. Donc, si vous voulez, entre la norme qui existe et entre les projets d'application, de révision, d'adaptation de la norme, je crois qu'il y a toute cette phase de concertation aujourd'hui, de réflexion autour de nos propres comportements, de nos propres vécus. La présence musulmane est aujourd'hui une présence effective, on l'a déjà dit la dernière fois, une présence effective en Belgique. Les musulmans sont présents. Ils ne partiront pas, ils sont chez eux. Vous voulez qu'ils aillent où? Donc, mais il faut tenir compte également du fait que pendant tout un certain temps, dans les années, fin des années 70, début des années 80, ce débat-là existait. C'est qu'un certain nombre de musulmans étaient présents ici,
Et ils avaient la conscience qu'ils partiraient demain, qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils étaient présents dans un espace temporairement jusqu'au moment où ils allaient retourner. Aujourd'hui, ce débat-là est historique, c'est quelque chose de caduc. Ils sont là, ils sont présents dans cette réalité-là. Donc il y a eu un processus, si vous voulez, de pénétration dans l'espace environnant qui aujourd'hui est acquis. Alors de l'autre côté, il faut également avoir ce débat-là, c'est prendre conscience que cette présence-là est effective et qu'il va falloir à un moment donné composer avec. Et donc, ça c'est la première des choses, c'est non pas se tolérer ou se supporter, mais c'est prendre conscience que nous avons un bout de chemin à faire ensemble et que notre société a tout simplement changé. Alors on disait effectivement, l'histoire de la Belgique s'est construite et s'est faite sans les musulmans pendant toute une partie de son histoire. Aujourd'hui, elle continue, elle se façonne, elle se modèle avec aujourd'hui la présence des musulmans et avec une contribution effective des musulmans. Donc ça, c'est la première des choses, c'est prendre conscience de cela. Ils sont là, ils sont présents, ils sont chez eux. La deuxième des choses, c'est prendre conscience de certains freins aussi que nous avons les uns et les autres par rapport à ce qui pourrait ralentir un vivre ensemble harmonieux, en l'occurrence l'image que j'ai de l'autre. Il y a le fait que je prends conscience que l'autre est en face de moi, mais je dois également prendre conscience que j'ai une image de l'autre qui n'est pas l'autre, qui est une représentation, si vous voulez, de l'autre. Donc ça aussi c'est important, la notion de l'imaginaire, elle est impérative, il va falloir prendre en compte cette réalité-là et aller vers une déconstruction objective de ce qui nous habite. Je vous dis... Moi, ça me touche beaucoup parce qu'on vient de louper cet après-midi, je vous le mets en confidence, vraiment un très beau projet où j'étais appelé à être témoin, être observateur, non pas intervenir, mais être observateur. Un magnifique projet qui a été refusé, tout simplement par rapport à cette question-là. Si on accepte, qu'est-ce qui va nous arriver? Les musulmans vont débarquer, etc. Donc on a refusé un projet par peur, véritablement, parce qu'il a été un petit peu mal défendu aussi, parce qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'il fallait discuter justement non pas de rassurer ou de montrer patte blanche, mais de prendre en compte le fait qu'il va falloir tenir compte que la réalité que vous avez aujourd'hui dans vos esprits n'est pas la réalité du média, et non plus pas la réalité de certains manuels scolaires ou de la construction qu'on a faite aujourd'hui du musulman. Donc il y a cette dimension-là qui est importante, c'est prendre en compte que nous n'avons pas un rapport virginal à l'islam, et en l'occurrence aujourd'hui elle s'applique aux musulmans. On n'a pas de rapport virginal. Donc une fois qu'on a dit cela, il faut prendre également conscience que les musulmans n'ont pas de rapport virginal à la société occidentale et qu'il y a également un travail de déconstruction à faire de ce côté-là également. Donc il y a, si vous voulez, des préjugés, des stéréotypes, des raccourcis de part et d'autre et qui freinent objectivement si vous voulez, des concertations sereines et dépassionnées. Parce que des concertations, il y en a sur le terrain. Mais souvent, avant même que ça se traduise sur le modèle québécois, où on voit qu'avant même de dépasser le cadre de la concertation, il y a déjà des ralentissements, des freins objectifs à cette concertation. On dit, si on accepte ça, demain, où est-ce qu'on va aller? On est en train de pousser le changement de notre société. Et de l'autre côté, s'ils nous refusent ça, c'est la preuve qu'ils ne nous acceptent pas, etc. Et donc, il y a, si vous voulez, des tensions locales qui traduisent, si vous voulez, un travail en amont qui n'a pas été fait. Donc, la première des choses, prendre conscience de cette réalité-là. La deuxième des choses, c'est tenir compte de la question de l'imaginaire. Et puis, également, de se dire, quelle société est-ce que nous avons aujourd'hui ? Alors on parle effectivement d'une société de la diversité. Bon, ça, il suffit de voir un petit peu les statistiques, les provenances, les visages autour de nous, mais en même temps de tenir compte du fait quel type de société est-ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que c'est une société qui vit côte à côte, réellement, au-delà même des modèles que nous avons autour de nous, le modèle anglo-saxon, etc., qui ne m'intéressent pas, mais est-ce que localement, est-ce que dans la réalité objective du terrain, est-ce qu'il y a véritablement des intersections? Moi, je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que nous avons des intersections à tout niveau? Je veux dire, au niveau culturel, ça ne suffit pas d'avoir du dialogue interreligieux ou de faire des soirées folkloriques, tout simplement. Moi, je parle ici des véritables rencontres, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de contributions véritables pour construire des ponts et dépasser certains freins, certaines réalités. Donc, c'est à partir du moment où on a commencé à générer, à développer des intersections qu'on peut commencer à parler de concertation. Donc vous voyez, le travail est profond. Mais pour développer des intersections, il va falloir déjà avoir une construction objective de l'autre. C'est-à-dire que nous en appelons à une citoyenneté exigeante. C'est-à-dire qu'il y a des choses, sur les questions d'ordre éthique, il n'y a pas de discussion.
Là où il faut être clair, il faut dégager à un moment donné, tout à l'heure on parlait de socle commun, de valeurs, etc. Il y a des principes de société qu'il va falloir dégager et autour de lesquels on va se mettre d'accord, on va s'asseoir autour d'une table. Est-ce que ça aujourd'hui on peut le faire sans même devoir dégager des modèles qui nous viennent de l'ailleurs? Moi je crois qu'on peut le faire. Alors, encore une fois, quand on a pris conscience de tout cela, il va falloir vouloir. Falloir, c'est une chose, parce qu'on est condamné, si vous voulez, à aller vers cela. Comme on est condamné, on peut être condamné à autre chose, à des raccourcis, des syndromes commission Stasi, etc. On peut aller vers des étranglements de situations qui sont un petit peu révélatrices du modèle de société que l'on veut. Donc moi je crois que ceci est intéressant de dire, si nous avons pris conscience que nous développons une volonté d'intensifier, si vous voulez, ces intersections pour pouvoir aller vers de la concertation et améliorer le vivre ensemble, je crois qu'on peut à ce moment-là dire qu'il ne nous reste plus qu'à développer des savoirs communs. C'est-à-dire qu'ici, il y a également, au-delà même du fait que j'ai pris conscience que j'avais une construction préjugée de l'autre, il y a aussi la question des savoirs, savoir le pourquoi des choses. Dire la question la plus récurrente qui est souvent soulevée, encore une fois, c'est celle du foulard, mais au fond, c'est vrai, c'est un débat dans lequel on tourne toujours autour de la question, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, alors qu'il y a une littérature impressionnante. Je veux dire, cliquez foulard islamique sur Google et vous verrez le nombre de pages, je veux dire, le nombre de conférences qu'on a eues, le nombre d'assemblées, de commissions, etc. C'est phénoménal. Mais je dis encore une fois, notre capacité à développer de la surinformation génère de la désinformation. Plus on a d'informations autour de ces questions-là, plus c'est révélateur du fait qu'on a envie parfois de générer du flou artistique et ne pas savoir. Parce que ça traduit au fond, si vous continuez à le porter, c'est que finalement vous n'êtes pas encore complètement dedans. Ici non pas dans le foulard, mais dans la société. Et de l'autre côté, si vous continuez à ne pas nous accepter comme nous sommes, encore une fois, on est de nouveau dans ce bras de fer-là. Et toutes les questions sont symptomatiques d'un comportement de dire « mais moi j'attends quelque chose de toi ». Mais il y a du non-dit, évidemment. Et de l'autre côté, il y a la même chose. Moi j'attends quelque chose de cette société. Qu'elle me laisse tranquille, qu'elle me laisse vivre comme je veux. Et puis de l'autre côté, ben non, si tu veux être tranquille, tu dois un petit peu parfois faire des aménagements raisonnables, à savoir nous ressembler un peu plus. Parfois, c'est ce que ça veut dire également. Donc, il y a un problème également au niveau du savoir. De quoi est-ce qu'on parle, au fond? Qu'est-ce que nous voulons ensemble? Et donc, là, manifestement, il y a des tensions ou des plateformes dans lesquelles on ne veut pas aller, des rencontres de concertation sur lesquelles on ne veut pas, dans lesquelles on ne veut pas se retrouver, parce que, justement, on n'a pas les outils pour faire face. Et on a l'impression que, d'une part, quand il y a une exigence, on le traduit comme étant de l'entrisme, et d'autre part, comme étant de l'assimilationnisme, une démarche un petit peu coloniale, ils nous disent non, ou bien ils nous imposent une manière d'être, etc. Puis parfois, c'est vrai, il y a des arrogances de part et d'autre qui brouillent un petit peu les pistes. Moi, je crois que pour conclure, simplement de dire, allons vers une prise de conscience de quelles sont les intersections objectives que nous avons sur le terrain. Et je crois vraiment que c'est localement, et c'est pour ça que je viens vraiment avec beaucoup de plaisir dans ce type de plateforme, parce que je crois qu'ici, c'est un début d'intersection, c'est ici qu'on peut commencer à discuter, à dépassionner les débats, et aller au-delà simplement d'une discussion comme ça de fait, où on a échangé sur certaines questions de l'islam. Mais non, vraiment de développer des ateliers de travail réflexifs pour engager, si vous voulez, une concertation sur et un travail de concertation, c'est un travail de remise en question. Si j'accepte ce type de débat-là, je dois être objectivement construit pour comprendre. La question du foulard, c'est ça. La question de toute une série de questions, la question de l'auto-école qui s'est passée au Québec et qui pourrait se poser ici. Mais voilà, vers quoi est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous devons comprendre? La notion du rapport au genre, la notion du rapport à la foi, toutes ces questions-là, elles sont des questions, à mon avis, essentielles et elles peuvent se discuter. Je crois qu'elles se discutent davantage quand nous avons des approches qui sont complètement différentes. Mais encore une fois, parfois l'excès de zèle à partir de certaines de nos références rendre complètement les choses caduques dans un débat constructif. Donc si on parvient à un moment donné à avoir de la retenue par rapport à nos propres schémas de pensée
et puis surtout à pouvoir sortir de notre univers un petit peu pour pouvoir comprendre l'autre, à mon avis, on ira vers quelque chose qui soit de dire, nous avons des espaces de concertation, nous avons aujourd'hui dégagé des principes clairs sur lesquels on va pouvoir discuter, à partir desquels nous sommes d'accord. On a déjà dépassionné énormément. Et puis au-delà, on va commencer à développer un travail, non pas d'adaptation, mais de prise en compte profonde que l'autre est en moi. Et que cette citoyenneté active est une citoyenneté qui est finalement une citoyenneté qui est mise en accord sur des principes et qui est mise en accord sur le respect, non pas simplement de la différence, mais véritablement de l'identité de l'autre. Parce qu'il s'agit de cela. Nous sommes devant des identités qui sont plurielles dans la société, mais en même temps tenir compte qu'aujourd'hui les musulmans, on ne peut pas simplement prendre et dire les musulmans sont ceci et les non-musulmans sont cela. Aujourd'hui les musulmans, chaque musulman porte en lui, et je tiens énormément à cette approche-là, cette notion d'identité plurielle. Aujourd'hui, chaque musulman a son parcours, a son vécu, a son histoire, etc. Et donc, il y a déjà une diversité intracommunautaire et une diversité intra-individuelle. Donc, cette richesse-là, aujourd'hui, à côté de laquelle nous sommes en train de passer, et les concertations, je crois, locales, peuvent aider à ce type de rencontre. Je vous remercie. Ça fait des années que je suis cette histoire du foulard. Et ça m'interpelle beaucoup parce que bon, j'étais moi-même touché dans ma chair, c'est-à-dire que mes enfants, qui étaient des excellentes filles brillantes à l'école, avec des prix d'excellence, etc., ils se font éjecter, non pas parce qu'on a trouvé un joint dans leur poche, ou bien ils trafiquaient de la drogue, ou je ne sais quoi, ou ils frappaient un prof, tout simplement pour le bout de tissu sur leur tête, comme le dit le monsieur ici. Et donc, de la théorie, je vous assure que j'en ai saturé. De la théorie, que voilà, le petit bout de tissu sur la tête, écoutez, pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas, etc. Par rapport à Google, oui, c'est vrai, vous l'avez mentionné, monsieur Farid, c'est que si on tape sur Google, on a des milliers, si ce n'est des millions d'articles sur le sujet. Mais qui a fait à ce qu'il y ait des millions d'articles justement sur Google parlant du foulard? C'est cette exclusion, cette discrimination qu'ont subi ces filles. Et maintenant, bon, j'ai une question, je vais être très bref, une question concrète. Parce que bon, si on attend 3 mois avant l'échéance pour parler de l'islam, ou parler des filles qui portent le foulard, ou tout ça, et puis après, on aura 4 ans, 5 ans de silence total, alors qu'il y a des règlements d'ordre intérieur qui sont avalisés par des ministres socialistes ou CDHistes ou je ne sais quoi, et donc, et qu'on ne dit rien, et on attend encore 3 ans, alors que nous sommes à plus de 80% maintenant des écoles qui interdisent le foulard dans le réseau catholique, autant dans le réseau officiel, et la fonction publique, n'en parlons pas. Je viens de la région de Charleroi, où on est 6 000 à 7 000 ou peut-être plus de fonctionnaires, et on a que 6 musulmans qui travaillent dans cette fonction-là, par rapport à Charleroi, 6 musulmans et des hommes. Donc il n'y a pas une seule fille qui porte le foulard, malgré tous les diplômes qu'ils ont et leur capacité intellectuelle, etc. qu'ils ont. Donc maintenant, ma question, qu'est-ce qu'on va faire? J'en profite du fait que M. Philippe Moureau, il est là, un grand pilier au sein du PS, le monsieur qui est là aussi. Qu'est-ce qu'on envisage? Bon, pour vous, Icasban, vous êtes modérateur, donc je ne sais pas si vous allez prendre une position ou pas, mais si vous ne la prenez pas, je vous en excuse, il n'y a pas de problème, vous êtes modérateur, donc vous devez être. Qu'est-ce qu'on envisage de faire pendant les 2 ou 3 mois qui nous restent pour solutionner ce problème désastreux dans la communauté musulmane? Des filles qui acceptent la fonction d'institutrice de religion musulmane au primaire, alors qu'ils ont des diplômes très hauts, sont très haut gradés, très haut diplômés, et ils acceptent pour pouvoir porter leur foulard. Et ça, c'est vraiment injuste. Et maintenant, est-ce qu'il y aura une position claire pour changer cette situation
désastreuse au sein du PS. Et quand je retrouve... Merci Abdou, je pense qu'on a compris ta question. Simplement te dire qu'ici nous sommes dans un atelier de réflexion du Parti Socialiste. D'ailleurs, nous n'en sommes pas au premier atelier de réflexion, c'est déjà le 3e. Nous allons arrêter parce qu'il y a la période électorale qui approche, on reprendra par après. Le travail que nous voulons mener ici, c'est un travail qui ne s'arrête pas à une élection ou à 2 élections. Je pense qu'il y a un travail vraiment de réflexion. Ici, les intervenants sont tout à fait apolitiques. Dans le cadre, en tout cas, de leur intervention, ils sont venus ici de manière tout à fait indépendante et autonome et ils nous font part de leur point de vue, leur expérience, leur vécu. Culturel, les mélanges des cultures. On apprend à mieux se connaître. Comme disait M. Moreau, avant on était oh, toi tu es noir, toi tu es blanc, toi tu es jaune, je te parle pas, ma mère m'a interdit de te parler parce que tu es noir. Moi je suis musulmane, je reste à ma place, toi tu restes à ta place. Maintenant non, il y a une évolution. Il y a la 4e génération qui est là, qui bouge, qui a envie d'apprendre. Mais moi je ne comprends pas qu'on parle toujours du foulard et du foulard. Moi je porte une casquette, alors ça dérange qui? Si je vais travailler en casquette, ça dérange personne. Pourquoi doit-on toujours parler du foulard alors que c'est pas le foulard qui donne la vie, c'est pas le foulard qui travaille, c'est pas le foulard qui va régler les problèmes, c'est pas ça, c'est la personne en elle-même qui va régler le problème. Et ce qui est important, je trouve que par exemple Abdou, il est révolté parce que c'est un militant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'exprimer, peut-être pas de la bonne manière Abdou, je te le dis, parce que je connais Abdou. De toi je l'accepte. Non. T'as jamais discriminé personne, donc je l'accepte avec grand cœur. Je pense, moi, je vais te dire une phrase, hein. Même un chemin de milieu commence par un pas, mon ami. Alors si tu arrives à dialoguer, sans t'énerver, sans crier, j'en ai marre, mais j'en ai marre, à Charleroi il n'y a pas de femmes. Ben, demandez qu'il y ait des femmes. Il faut demander qu'il y ait des femmes. Il faut demander. Oui, mais il faut voir pourquoi il n'y a pas de femmes à Charleroi. Est-ce qu'elles sont motivées de vouloir travailler? C'est les politiques qui nous ont... Si Fatia, tu as détendu l'atmosphère tout d'un coup de ce côté-là. Alors, est-ce que tu as une question pour conclure? Voilà. Pose la question à la majorité qui gouverne Charleroi, PS et CDH. Pose-leur pourquoi il n'y a pas. Écoute, je vais te dire, hein, et ici, tu n'auras jamais une réponse réelle. Si toi, tu gueules, il y a quelqu'un qui va gueuler pour toi. Mais tu vas y avoir une chose, hein, tu vas avoir ton opinion. Je gueule quand il y a des sourds qui ne veulent pas nous entendre. Je gueule. Non, moi je voulais poser la question suivante. Je pense que le Canada, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre façon d'être, il y a l'immigration qui est par là-bas. On peut pas, je pense pas que ça peut... La Belgique et le Canada ne pourront jamais se marier. Déjà parce qu'ils vivent la nuit, nous on vit le jour. Et quand on vit le jour, ils vivent la nuit. Ici, ce qui s'est passé avec ce monsieur, c'est qu'effectivement, ce que vous avez peut-être au mieux dire, c'est qu'il y a de la violence. Quand on est discriminé, que ce soit au logement, à la scolarité ou au travail, eh bien il y a une violence que je subis, une violence que je vais vivre au quotidien. Je la vis pour moi, je la vis pour mes frères, plus jeunes, plus moins jeunes, je la vis pour mon père, qui a travaillé ici pendant des années, dans des travaux très lourds, et qui n'est pas considéré, qui n'est pas reconnu. Donc cette violence, moi en tant qu'étranger, ou fils d'étranger, mais je vais la vivre complètement et continuellement. Alors aujourd'hui, me demander de voir l'autre avec un autre regard, ou bien voir que l'autre me regarde autrement, eh bien quand je vis la violence, moi je ne peux pas entendre. Et mon imaginaire, je suis dedans complètement et à fond. Donc peut-être une autre étape que je vous propose, c'est la réconciliation. On parle peu de la réconciliation. Des personnes ont été touchées jusqu'à l'os. Et la remarque de ce monsieur, je peux comprendre. Et le fait qu'il est passionné, c'est aussi parce qu'il le vit dans son sang. Ce n'est pas le seul. Des débats comme ça, on en a eu depuis une vingtaine d'années, où on a des gens qui te disent « mais nous, on ne nous entend pas, on ne nous voit pas, on ne nous écoute pas, alors je crie, alors je fais du bruit, d'une manière ou d'une autre. » Et ici, tant qu'on n'a pas réconcilié ces personnes, tant qu'on n'a pas reconnu, mais vraiment des espaces de réconciliation d'abord, moi je ne pense pas que ça marchera au niveau d'autre chose. Et de dire qu'on tolère l'autre, de dire qu'on a des espaces de dialogue, ce n'est pas suffisant. Il faut d'abord qu'on se réconcilie entre humains.
et de décloisonner le maximum pour pouvoir enfin se voir vraiment et s'entendre vraiment, comme disait Ronnie, avec le cœur. Voilà, c'était mon intervention. À un moment donné, il faut avoir un discours clair. Et que par rapport à ce discours, je pense qu'il y a vraiment un manque d'un discours clair et d'une dynamique qui devrait être impulsée, premièrement justement, que ce soit même au niveau local de nos conseillers locaux ou même au niveau politique dans les débats publics. Et je pense qu'à ce niveau-là, il manque vraiment, à mon avis, un débat clair et une ligne claire par rapport à des choix, qui ne soient pas forcément encadrés d'une norme claire, mais en tout cas au niveau philosophique, qui soit clairement déterminé. Dans la communauté musulmane, il y a aussi une responsabilité. Monsieur El Asri, vous avez évoqué, tu as évoqué la question de peur, et c'est vrai, la peur a été est liée à la communauté musulmane. On a peur de l'islam en Europe. Effectivement, c'est une réalité, et je pense qu'il y a cette responsabilité de la communauté musulmane à ouvrir, disons, des dialogues, aller dans des publics peut-être, parce que là on est quand même convaincus, et je pense qu'on est tous convaincus de la nécessité de la place de l'islam en Belgique, en Europe. Je pense qu'elle se vit très bien en Belgique, parce que quand on voit qu'il y a par exemple, moi je suis dans un monde politique, mais on voit beaucoup d'élus de confession musulmane qui ont leur place. Quand on voit dans le gouvernement belge, moi j'ai vu ça un jour, ça m'a interpellée lors de campagne électorale. J'ai vu qu'il y avait la moitié des élus qui étaient d'autres, qui sont belges, d'autres confessions. Et donc ça veut dire que dans cet espace, il y a quand même une acceptation de la différence. Et on doit aller dans cette tendance d'ouverture. On a cette responsabilité dans la communauté musulmane aussi de faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam, effectivement. Et donc je rends hommage à mon ami et camarade Philippe, qui a évidemment fait la loi contre le racisme, grâce à qui il y a une grande ouverture dans ce pays, à Bruxelles et en Belgique. Le fait de construire un individu, c'est à la base qu'il se construit, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec les enfants. Comment voulez-vous travailler avec des enfants qui se retrouvent entre eux? Il y a déjà des choses qui sont faites, parce que quand on dit qu'on doit légiférer, indirectement on légifère déjà, parce qu'il y a des lois qui sont mises en place pour les laisser accéder à des écoles où ils ne peuvent pas aller. Donc, on rentre dans ce développement, si on peut. C'est comme ça que ça s'appelle, développement. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est justement les générations à venir, parce que nous, on comprend très bien quelle est la problématique, mais la mixité n'est pas pour vous une solution de la peur, de l'ensemble, de faire accepter la religion musulmane en tant que telle, avec... On voit bien qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Je déplore juste le fait que, et René aussi l'a constaté, que le public malheureusement n'est pas mixte, dans le sens où souvent on veut dialoguer sur des questions liées au vivre ensemble, et puis souvent on parle à des convaincus, souvent on parle à des personnes qui vivent ces problèmes-là, et malheureusement il faudrait aussi faire un travail pour qu'il y ait des espaces de rencontre, des espaces d'échange et de dialogue pour permettre de débattre sincèrement avec sérénité sur ces questions-là. Oui, bonsoir Monsieur Moreau. Nous avons assisté ce soir à un débat. Quel message auriez-vous à passer aux gens qui ont peur de l'islam et des musulmans? Écoutez, d'abord d'apprendre l'histoire. Moi, je suis historien de formation. L'histoire leur apprendra que l'islam est une religion qui a été une des premières à pratiquer la tolérance, le respect des autres, et que s'il y a parfois des choses qui sont tristes dans l'actualité actuelle, il y en a de tous les côtés. Je crois que c'est la première chose, la leçon de l'histoire. Et je dirais la deuxième chose, si vous avez peur des musulmans, tâchez un peu de vous approcher des musulmans, de les connaître, de vivre avec eux, de penser avec eux, d'aller manger avec eux, et vous verrez que ce sont dans la plupart des cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, des gens pleins de générosité, pleins d'ouverture, qui ont envie de parler avec vous, qui regrettent cette espèce de rejet dont vous êtes malheureusement inconsciemment porteur. Voilà ce que je leur dirais. Est-ce que vous constatez de l'intolérance des deux côtés, des musulmans et des non-musulmans, ou est-ce que c'est une crainte? Je pense que
Vous savez, l'intolérance vient souvent d'abord de celui qui est majoritaire. Donc dans notre société, l'intolérance est plutôt liée à l'islamophobie. Mais dans d'autres sociétés où les musulmans sont largement majoritaires, c'est peut-être de leur part que vient de l'intolérance. L'intolérance peut venir de tous côtés, ça il faut avoir le courage de le dire aussi. Et vous, Monsieur Al-Asri, qu'avez-vous à transmettre comme message à la communauté musulmane qui, elle, se sentirait peut-être un peu trop renfermée par discrimination ? Écoutez, moi je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, j'invite chacun et chacune, c'est-à-dire tous les citoyens et les musulmans, à développer une citoyenneté offensive. C'est-à-dire une citoyenneté qui se décloisonne, citoyens qui sortent de leur propre ancrage et qui vont à la rencontre finalement de l'autre pour développer une société qui soit le reflet de la responsabilité de chacun. Et donc, effectivement, la lutte contre les discriminations, etc., mais en même temps, une citoyenneté participative, d'une réelle contribution. Il ne s'agit pas simplement d'être présent, mais il s'agit d'être présent avec une contribution. Et cette présence offensive, à mon avis, c'est une présence qui devient visible avec une approche réellement positive. Et donc, je crois que c'est ça, à mon sens, le message de fond, c'est de prendre conscience qu'il y a des ralentissements au fait de ces sorties. Et prendre conscience de cela, c'est déjà s'arrêter pour faire, si vous voulez, une thérapie de citoyen, prendre conscience qu'il y a des choses objectives qui nous ralentissent. Et une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a fait ce travail-là, à mon avis, on peut commencer à amorcer quelque chose, un vivre ensemble serein, constructif, dépassionné, et puis surtout, encore une fois, responsable. Vous pensez que les musulmans doivent encore faire plus d'efforts pour montrer qu'ils sont inoffensifs et pas comme on les montre dans les médias ? Alors, il ne s'agit pas d'être inoffensif, d'être dans une posture victimaire ou en même temps de montrer patte blanche de manière systématique. Il s'agit simplement d'être et de dire, de se traduire. Et donc c'est sortir d'une logique de constamment dire ce que nous ne sommes pas. Il est à un moment donné temps de dire qui vous êtes, de traduire son identité, de la manifester comme quelque chose de positif dans le paysage et de complètement constructif. Et que voilà, cette démarche-là est une présence qui se dit de manière dépassionnée, comme une plus-value, une réalité de la société et du paysage belge. Cette présence musulmane en fait partie. Voilà. Vous êtes d'accord, Monsieur Moreau ? Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il est très important que le musulman soit un citoyen à part entière. J'ai été très choqué quand certains médias ont reproché le fait qu'il y avait beaucoup de musulmans aux manifestations contre ce qui se passait à Gaza. Comme s'ils n'étaient pas des citoyens comme les autres. Ils ont parfaitement le droit, moi j'étais avec eux, mais ils sont là comme des citoyens belges. Ils manifestent leur colère qui était justifiée à mon sens contre l'agression israélienne. Et le fait de vouloir leur refuser cela est tout à fait inadmissible. Ce sont des citoyens et ils ont parfaitement le droit de s'exprimer, de manifester, de se faire entendre en tant que tels. Et vous, Monsieur Casban, vous vivez tous les jours avec les citoyens dans cette commune. Quel est le reflet qui en ressort ? Est-ce qu'il y a de la tolérance ? Est-ce qu'il faut faire encore plus d'efforts pour vivre ensemble ? Je crois que vivre ensemble, ça se construit, et donc chacun doit faire des efforts les uns vis-à-vis des autres. Ce que je dirais en particulier aux musulmans, c'est qu'ils doivent être tout à fait décomplexés. Ils sont ce qu'ils sont, et ils doivent pouvoir montrer aux autres qui ils sont, aller vers l'autre, ne pas laisser le soin à certains médias de parler d'eux-mêmes, mais plutôt montrer eux-mêmes qui ils sont à leurs voisins, à leur entourage, à leurs proches, et inversement également s'intéresser à l'autre dans sa différence. Vous sentez qu'ils sont prêts à aller vers l'autre, ou est-ce qu'ils sont trop renfermés sur eux-mêmes ? Non, moi je pense que les musulmans en général le font, de manière générale, à part peut-être quelques rares exceptions, mais en général la majorité des musulmans le font, sont ouverts. Moi j'aimerais peut-être dire que les musulmans devraient peut-être profiter aussi de tous les moments de joie, tous les moments de fête pour les partager avec d'autres. C'est peut-être le vecteur idéal pour apprendre à un non-musulman ce que c'est finalement qu'un musulman, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il fête certaines choses. Je pense que c'est un travail qui doit se faire dans les deux sens, et évidemment. Encore une fois, ne pas laisser le soin à d'autres, ne pas laisser le soin à ceux qui veulent caricaturer ou stigmatiser l'islam, de parler de l'islam, mais aux musulmans eux-mêmes, ils sont les mieux à même de parler d'eux-mêmes, ils doivent être complètement décomplexés, être fiers de ce qu'ils sont et parler aux autres sans imposer leur vie.